Euh, Comme je vous l'ai dit, hein, il y aura beaucoup d'informations, mais c'est parce que c'est le sujet qui est dense et qui requiert un peu ça. Donc, dans ma présentation, moi, je vais juste poser quelques jalons hein, pour un peu quadriller notre sujet. Voilà, je vais pouvoir démarrer, liker ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas encore liké, etc. Et puis, on va pouvoir démarrer. Merci la régie. Est-ce que tu pourrais passer à la slide 2 du plan pour pouvoir démarrer? Comme j'ai pas la main, petit souci technique, désolé. Voilà. Très bien. Donc, si vous êtes bien installé, on va pouvoir démarrer. Le sujet, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est comprendre la Libye et le Sahel. Alors, j'allais dire, on peut pas comprendre l'un sans l'autre parce que finalement, ces deux histoires, si vous voulez, sont un peu imbriquées. C'est-à-dire que si on essaye de comprendre l'Afrique du Nord de manière générale, on va forcément débouler sur le Sahel assez naturellement. Sur le plan, pour aborder, pour faire de manière très simple, synthétique, c'est que dans une première partie, hein, qui va être très, très courte, parce que je vais essayer juste de condenser et d'aborder cette région de manière assez ramassée, ça va être le sujet du Sahel précolonial. Alors le terme n'est pas totalement correct parce qu'en réalité, quand on parle de colonisation sur cette partie de l'Afrique, en réalité, il y a plusieurs colonisations. Donc quand je dis Sahel précolonial, en fait, c'est au sens où c'est la colonisation récente occidentale, mais il y a toujours eu finalement, vous allez voir, des colonisations sur cette partie nord de l'Afrique et même jusqu'au Sahel. Voilà. Et une deuxième partie qui va être concentrée sur la Libye, donc la Libye pré et post-Kadhafi, la Libye d'avant. On va voir rapidement l'histoire de la Libye d'avant en manière condensée, et puis la Libye d'après Kadhafi et jusqu'à l'actualité. Et puis après, on va finir avec la troisième partie qui va être sur le Sahel actuellement. Et quels sont les points chauds et qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus très rapidement de manière assez ramassée. Voilà le plan de notre sujet de ce soir. Et donc, on va pouvoir démarrer si tout le monde est bien assis, bien installé et commencer dès maintenant à préparer vos questions si la présentation ou bien même les titres des différentes parties, voilà, vous fait déjà vous poser des questions. Très bien. Avançons. La régie, on va passer à la deuxième slide sur le Sahel précolonial et les enjeux essentiels. Voilà. Donc, vous pouvez le voir hein, sur la présentation. Alors, malheureusement, pour des questions de zoom, les cartes, je peux pas les zoomer au maximum, mais je vais essayer de commenter rapidement pour que vous puissiez savoir. Alors déjà, pour commencer, quand on parle de Sahel, là, on va faire quelques définitions de base hein, pour que les gens comprennent bien. En réalité, quand on parle de Sahel, c'est une petite bande, petite bande qui part vraiment, si on prend d'ouest en est, c'est une petite bande qui part à peu près un peu au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie, qui va traverser comme ça l'Afrique d'est en ouest, ou enfin latéralement comme ça l'Afrique, jusqu'à la mer Rouge. Donc ça va jusqu'à l'Érythrée, toute cette zone-là. Et donc c'est ce qui est vraiment le Sahel, et le Sahel qui est un mot en réalité arabe qui a été francisé par la suite, qui est un mot qui est le même que quand on parle de Swahili. C'est la même chose, hein, c'est le même mot. Sahel veut dire simplement le rivage, la côte, la bordure hein, en arabe. Donc Sahel, c'est ce qui va donner quand les Ottomans, les sultanats d'Oman, par exemple, vont descendre sur la côte est de l'Afrique, ils vont donner ce nom-là couramment à toute cette zone
quasiment de Mogadiscio jusqu'en Mozambique, jusqu'au nord de la Mozambique, avec Zanzibar, toutes ces îles de la Tanzanie, tout ça, toute cette partie de l'Afrique, finalement, va développer la culture qu'on appelle culture Swahili, mais en réalité, c'est pour dire le même mot, c'est toujours le Sahel, Sahel qui veut dire la côte simplement en arabe. Donc ça, ce sont les définitions à poser. Et pourquoi dans le cadre de l'Afrique, donc qui va d'ouest en est, on parle également de Sahel. Ben, en fait, dans la compréhension de cette zone-là de l'Afrique, vous avez d'abord la partie nord de l'Afrique qui est vraiment qui touche la Méditerranée. Ça, c'est vraiment le monde berbéro-arabe qui touche la Méditerranée. Et puis, on a entre les deux le grand désert du Sahara. Et donc, pour les gens de cette zone, de cette époque-là, et ben, quand on traverse, en gros, le Sahara, donc le désert de sable, et qu'on arrive à l'autre côte, à l'autre bordure, c'est comme ça qu'on appelle le Sahel, parce que c'est l'autre bordure du Sahara, du désert. Ça, ce sont des définitions de base. Je vais essayer de distiller ici et là ces quelques définitions. En abordant le sujet. Alors, le Sahel précolonial, d'abord, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, si vous prenez cette partie de l'Afrique, un peu cette partie nord de l'Afrique jusqu'au Sahel, vous pouvez commencer à découper en 3 bandes. Donc, la petite bande fine, vraiment qui touche la Méditerranée, qui sont des zones de côte, un peu de montagne, si on va du côté du Maroc, etc., vers l'ouest, qui sont peuplés globalement d'arabo-berbères, alors beaucoup de berbères d'ailleurs, hein, très peu d'arabes finalement. Et puis après, on va descendre dans le désert, dans le Sahara, qui est essentiellement habité par allez, 3 grands types de populations, on va dire. On va avoir ce qu'on va appeler des morts qui sont dans la zone de Mauritanie, etc., jusqu'à la partie nord-ouest du Mali, légèrement. Et puis on va avoir quasiment de la partie centrale du Mali, du nord Mali, jusqu'au Niger, on va avoir des populations qui vont être des Touaregs, ce qu'on appelle des Touaregs, globalement. Alors, il y a bien sûr, hein, ici et là, dans ces différents oasis et dans ces différents plateaux, rochers, etc., il y a ici et là quelques populations noires qui sont disséminées, etc., un peu partout. Et puis, quand on va passer à partir de la partie est du nord-est du Niger, jusqu'à tout le nord du Tchad, jusqu'au Soudan, on va avoir le monde Toubou. Le monde Toubou, c'est le monde de populations noires qui vivent là-bas depuis des milliers d'années, hein, j'allais dire. Donc, c'est vraiment le monde de Toubou qui va occuper cette partie qui va du nord du Tchad jusqu'au sud de la Libye. Et puis, après le monde Toubou, avant d'aborder le Soudan, on va avoir une petite bande de l'Enedi qui va être le monde Zarqawa. Et donc, je reviendrai peut-être ici et là en évoquant certains personnages qui ont fait un peu la politique dans cette région-là, et comme ça va vous évoquer quelques sujets. Donc, ça, c'est globalement pour vous dire les types de populations. Et puis, quand on descend un petit peu en dessous, là, on va avoir quasiment toutes les populations qu'on connaît, hein, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la mer Rouge. Donc, on va partir du Sénégal avec les peuples Wolof, les Bou, on va avoir les tout couleurs, les Peuls dans la région de Matam, tout ça, on va continuer comme ça. On arrive au niveau du Mali, et au niveau du Mali, vraiment au niveau de ce Sahel, on va avoir plusieurs populations, bien sûr les Bambara un peu plus en dessous, mais on va avoir également les Dogons, on va avoir là aussi des Peuls, on va avoir ce qu'on appelle les Songhai, mais qui sont un peu un mélange de plusieurs peuples. En réalité, ils sont un peu comme les tout couleurs au Sénégal, qui sont un peu des peuples un peu métissés entre deux ethnies,
entre deux groupes, etc. On va avoir bien sûr d'autres peuples encore beaucoup plus. Mais globalement, voilà, vous aurez des Dogons, vous aurez des Bambara, vous aurez des Songhai, vous aurez quelques Touaregs également, au niveau vraiment de la boucle du Niger, etc. Si on continue, on va aborder le Niger, donc le Niger avec tous les peuples, les Diarma, les Hausa, les Fulani, une fois de plus, qui est un autre nom des Peuls, etc. Donc, vous voyez, on continue encore notre déplacement vers l'est et là on arrive au niveau du lac Tchad. Au niveau du lac Tchad, on va avoir essentiellement des peuples Kanuri du côté du Nigeria, donc la zone du Bornou, la zone du Yobe, etc. On va avoir vraiment des peuples Kanuri à ce niveau-là. On va avoir du côté du Tchad ce qu'on appelle des Kanembu, parce que c'est autour du Kanem, le royaume du Kanem, on va en parler rapidement également. On va avoir des peuples qu'on appelle un peu de Toubou aussi, parce que finalement entre les Kanembu, les Goran, tout ça, ce sont des groupes qui sont très proches. Et donc on continue comme ça, et quand on va traverser le Tchad, on va passer par le monde Four, donc le Darfour que vous connaissez. Darfour qui veut dire simplement le pays des fours ou le village des fours, ou en tout cas la contrée des fours en arabe, parce que en arabe, Dar, ça veut dire le pays. Par exemple, c'est pour ça que la capitale de la Tanzanie, qui s'appelle Dar es Salaam, ça veut dire que c'est le pays de la paix, ou le Dar, ça veut dire pays, village, ou en tout cas contrée, si vous voulez. Donc Dar es Salaam, par exemple, ça veut simplement dire le pays de la paix, ou le village de la paix, ou la contrée de la paix, si vous voulez. Donc on va avoir le Darfour, qui a fait aussi parler beaucoup dans les journaux avec les problèmes qu'il y a eu, etc. Donc après on va continuer et puis on va déboucher sur l'Érythrée. Donc ça, c'est globalement les grandes divisions, c'est-à-dire on a la côte méditerranéenne tout au nord, on va avoir le désert du Sahara et puis on va avoir le Sahel. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on a le découpage. Mais ce Sahel n'a pas toujours été placé à ce niveau-là. Évidemment qu'au niveau climatique, géologique, enfin dans le temps géologique, ça a beaucoup changé, ça a oscillé, ça a bougé. Par exemple, si on revient à il y a 10 000 ans, par exemple, avant notre ère, le Sahel, en fait, le désert n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que c'est une grande période d'humidité. Et avant ça, il y avait une grande période de sécheresse, et puis après, il y a eu une grande période d'humidité qui a fait que le Sahel, qu'on connaît aujourd'hui, est vraiment tout en haut, et la bande de sable du désert est très très fine. C'est vraiment au niveau presque quasiment au niveau du sud de Tripoli même, je dirais, quasiment au niveau du sud de Fès, etc. Et c'est une petite bande comme ça. Et donc, tout était vert il y a 10 000 ans à peu près avant notre époque actuelle. Et puis, à partir de là, ça a commencé à s'assécher, et donc le désert devient de plus en plus important, et c'est comme ça que les populations ont dû bouger suivant ces lignes climatiques petit à petit, et revoir leur habitat, leur environnement en fonction de ces mouvements. Voilà. Donc ça, c'est globalement pour donner l'aspect presque géographique de la situation. Et maintenant, dans ce Sahel, bien évidemment, vous avez connu, c'est-à-dire que toute la partie tout au nord de l'Afrique qui touche la Méditerranée a toujours été une terre finalement de colonisation des uns et des autres, donc des peuples de l'autre côté de la Méditerranée. Donc tout le monde est passé par là, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, etc. Donc on reviendra dessus quand on va faire un focus sur la Libye, parce que ce même phénomène s'est passé également en Libye.
hein. Voilà. Et donc, si on prend ce Sahel précolonial, on va avancer un peu, hein, on va essayer de le prendre à peu près de l'an 300, autour de l'an 300, jusqu'à autour de 1900, là où vraiment la colonisation occidentale récente va arriver. Qu'est-ce qu'on observe dans ce monde-là? Ben, on observe que d'abord, dès 300 à peu près, il y a en gros l'embryon de ce qui va petit à petit se développer pour constituer ce qu'on appelle l'empire du Ghana. Et ça va se développer au sud de la Mauritanie actuelle, au milieu du Mali et un petit bout qui va toucher un peu le Sénégal. Donc c'est vraiment logé et c'est la première carte que vous voyez en vert, en tout petit. Alors malheureusement, je ne peux pas agrandir parce que comme il y a beaucoup d'informations, je suis obligé de réduire, mais c'est le petit cercle en vert que vous allez voir sur la carte, donc qu'on appelle l'Empire du Ghana, qui était appelé également le Ouagadougou. Hein. Et donc ça va être le nom. La capitale étant Kombi Salé, c'est la capitale, et donc cet empire va en réalité, c'est plus un royaume, mais c'est quoi la petite différence? C'est simplement qu'un royaume, en gros, le roi est globalement de la même culture et parfois de la même ethnie que ses sujets. Et puis quand on parle d'empire, c'est quand on commence à incorporer de plus en plus de monde, de cultures différentes, etc., sous le même État. Et donc l'empire du Ghana va commencer comme un petit royaume d'abord, et puis va petit à petit engranger un petit peu de population. Alors, on est là autour allez, on démarre à partir de 300 et ça va monter petit à petit jusqu'autour de 1200. Et dans cette zone-là, globalement, les premières, on va dire les premières moyens, entre guillemets, de développer cet empire étaient essentiellement de faire un peu d'agriculture, de faire un peu de production d'or, parce qu'il y a déjà de l'or dans cette zone-là, notamment dans le lobby, dans les zones de lobby, bourré, etc. On verra, il y a quelques gisements d'or, etc., qui sont connus depuis très très longtemps, qui vont être exploités. Et puis, après, l'Empire du Ghana va commencer à développer un petit peu de commerce. Et c'est avec ce commerce qu'il va se dynamiser un petit peu et il va essayer de s'étendre un peu pour gagner un peu plus de territoire autour de lui. Alors cet empire, finalement, va se développer, va atteindre son apogée vers autour de 1200 par là, et puis va connaître les crises que généralement les royaumes, les empires connaissent tous. C'est que on devient de plus en plus difficile à administrer quand on grandit. Il faut s'adapter, il faut développer, mais en même temps, on intègre d'autres populations et donc la gestion commence à devenir difficile. Et pour faire vite, c'est à partir de là que les premières confrontations vont commencer avec les quelques peuples berbères qui vivent autour de cet empire du Ghana, surtout sur la partie nord, donc au sud de la Mauritanie, dans la région un peu d'Adrar, etc., où il va y avoir déjà les premières confrontations qui vont commencer. Cet empire, donc, avec ces confrontations, va s'écrouler, pas vraiment, mais va s'émietter, hein, va s'émietter et va produire plusieurs petites entités, dont l'empire du Mali, qui est en germination déjà en pays mandé. Donc, le pays mandé, c'est vraiment logé en réalité, entre la Guinée et le Mali. C'est vraiment là le cœur du pays mandé. Et après, il y aura l'empire Soso, etc. Il va y avoir tout cet émiettement qui va se passer. Donc là, la carte, elle est trop petite pour que vous voyez dans le détail, mais gardez en tête juste qu'il y a cet émiettement. Et puis par la suite, il va y avoir effectivement l'épopée célèbre de Soundiata Keita qui, avec
l'Empire Soso vont entrer en confrontation. Donc ça, c'est toute l'épopée de Sumangoro Kanté et Sundiata Keita qui vont se livrer bataille, la bataille de Kirina, qui va être l'acte de naissance, entre guillemets, de l'Empire du Mali. Et donc l'Empire du Mali va renaître à partir de ces émiettements. Donc là, on est autour de 1230 par là, et l'Empire du Mali renaît à partir de là pour essayer de consolider l'ensemble de ces blocs qui étaient en émiettement. Et donc l'Empire du Mali, vous le voyez en vert, était beaucoup plus étendu déjà que l'Empire du Ghana l'était. À partir de là, on va continuer. Donc l'Empire du Mali, bon, c'est assez célèbre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, mais je vais, pour résumer et aller vite, simplement dire que l'Empire du Mali a développé donc encore de manière plus étendue le commerce, et les enjeux essentiels étaient quoi? Les enjeux, c'était que je vous ai parlé de l'or, je vous ai parlé du sel. Il y a des mines de sel qui étaient très prisées par l'Afrique du Nord, et notamment le Maroc, qui à l'époque était déjà aussi un royaume, un vrai royaume en constitution, puisque les Touaregs, enfin les Berbères, pardon, du sud de la Mauritanie et de l'espace du Sahara, etc., étaient des Berbères qu'on va appeler par la suite sous le nom d'Almoravides, sont ceux qui vont commencer à secouer les fondements de l'empire du Ghana, qui vont le faire tomber. Mais avec Sundiata Keita, il va reconsolider l'empire du Mali, et il va contenir les poussées, les volontés de poussées berbères, parce que à partir de ce moment-là, l'empire du Mali va assurer une certaine sécurité, une certaine solidité aussi pendant tout le temps que ça durait, quasiment de 1230 en réalité jusqu'à 1400. À partir de 1400, ça commence déjà à connaître beaucoup de difficultés, mais ça va tenir petit à petit jusqu'autour des 1600, jusqu'à ce que le Maroc finalement va commencer vraiment à affaiblir l'empire du Mali. Et il va y avoir la troisième reconstitution du Mali de l'empire, mais dans le même espace, qui va donner l'empire Songhai. Mais on va aborder le cas de l'empire Songhai. Deux mots encore sur l'empire du Mali avant de passer. C'est ce qu'on peut appeler en Bambara, c'est le Kourou Faba, le Manden Kourou Faba. Il y a deux choses peut-être à dire là-dessus. On parle beaucoup de la charte de Mandé, qui est une charte qui a été promulguée au même moment que Sundiata Keita prenait donc la tête de cet empire. Et globalement, là on est en plein monde traditionnel. Dans le monde traditionnel, j'ai eu plusieurs fois l'occasion ici de vous dire, c'est que les guerriers sont souvent les chasseurs. Les guerriers sont souvent les chasseurs, et c'est tout à fait logique, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on a pris l'habitude de chasser du gibier, il suffit qu'un jour on retourne son arme non plus contre des gazelles, des sangliers, je ne sais pas, du gibier, mais qu'on retourne son arme contre un homme, et ça devient la guerre, et donc on devient guerrier. Hein. Et donc la charte du Mandé, en réalité, a été rédigée ou a été plutôt proclamée par les chasseurs, parce que dans la déclaration de charte de Mandé, qui comporte en gros 44 chapitres à peu près, ou articles, 44 articles, ce sont des chasseurs qui font des déclarations. Ils font des déclarations pour bannir l'esclavage, ils font des déclarations pour bannir, par exemple, des mauvais traitements entre les uns et les autres. Ce sont vraiment des articles d'organisation de la vie de manière assez simple et pacifiste, dans le sens où ils sont vraiment opposés à tous ces problèmes. Mais dans la réalité, effectivement,
tout ça est difficile à maintenir. Donc, il y a, pendant tout ce temps, il y a eu toujours des entrechoquements entre les différents groupes, il y a eu toujours des guerres des uns sur les autres, etc. Même si voilà, la volonté de l'Empire était de préserver une certaine paix, ça n'a pas arrêté les assauts permanents. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais des Almoravides qui, eux, étaient déjà au sud de la Mauritanie et qui ont remonté dans leur conquête. Ils sont remontés jusqu'en Espagne, mais ils sont également descendus jusqu'au fleuve Niger. Donc, ils faisaient la guerre sur les deux fronts. Et donc, c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ils vont très rapidement finir par s'écrouler eux-mêmes. Et par la suite, va venir les Almohades qui, eux, viennent par contre un peu plus au nord du Maroc et qui vont descendre. Et donc, c'est les Almohades qui vont sans cesse donner des coups à cet empire du Mali jusqu'à l'empire du Sonrail. Et là, dernier mot rapide sur le pays mandé et l'empire du Mali. Ça finit l'empire du Mali avec Kankan Moussa, là, que vous connaissez bien, donc le Mansa Moussa, ou bien Mansa Keita en réalité, puisqu'il est de la même dynastie des Keita. Et donc c'est lui, le fameux Kankan Moussa, qui va faire son pèlerinage à la Mecque avec beaucoup d'or, etc. Vous connaissez l'histoire, hein, vous connaissez l'histoire de cet empereur très très riche. Bon, hein, donc vous connaissez la légende. Hein. Peut-être un autre petit mot aussi en pays mandé, c'est que pendant la bataille de Quirina, alors ça c'est anecdotique, mais je rajoute comme ça juste pour la curiosité des uns et des autres, ce serait en pays mandé que finalement il y aurait l'instrument de musique, le balafon, hein, parce que c'était entre guillemets un instrument qui était alors c'est un peu mystifié dans cette histoire-là, parce que certains disent que c'est un instrument qui était principal, et donc Soundiata Keita aurait fait garder ce balafon par justement la lignée des Kouyaté, hein, la lignée des Kouyaté qui sont en pays mandé des griots. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a une longue tradition dans le pays mandé, et jusqu'aujourd'hui il y a un village où on célèbre la sortie de ce balafon là de temps en temps, etc. Donc il y a toute une tradition là-dessus qui est très intéressante, et c'est aussi à partir de l'empire du Mali qu'on va commencer à instaurer un système de castes, dont notamment la caste des Djeli, qui sont la caste des griots, ceux qui chantent les épopées, ceux qui chantent et qui mémorisent oralement l'histoire des grandes lignées qui ont fait l'histoire du Mali, etc. Donc ça, c'est une petite parenthèse purement culturelle pour ceux que ça intéresse. Et donc on arrive avec à la fin, Kankan Moussa, l'empire du Mali décline, et là on va attaquer l'empire du Sonrail avec Soni Alibert. Alors quels sont les faits stratégiques qu'il faut dire là, à partir de là? C'est que globalement, quand on était de l'empire du Ghana jusqu'à l'empire du Mali, les échanges en fait essentiels se faisaient par le Maroc. Hein. Donc ça veut dire que tout passait par les marchés de Fès, et puis ça remontait par Gibraltar, ça pouvait aller en Europe, ou sinon ça longeait les côtes méditerranéennes et ça passait par Tripoli, et de Tripoli ça pouvait aussi passer de l'autre côté vers la Turquie, etc. Ou sinon ça peut longer comme ça de Tripoli jusqu'à Benghazi, de Benghazi ça passe par l'Égypte, et donc ça va jusqu'à la Mecque, jusqu'en Arabie. Et donc c'était ça les grands couloirs entre guillemets, et ça vous le verrez sur la carte résumée hein, que j'ai mis à la fin. C'était les grands couloirs où passaient globalement les marchandises, et donc il y avait des relations quelquefois de concurrence
de conflits entre le Maroc et ces deux empires, Ghana puis Mali, et puis de temps en temps, il y a aussi beaucoup, beaucoup de commerce entre les deux, ce qui va permettre à ce que ces deux, finalement, royaumes continuent à s'alimenter, ces deux empires, entre guillemets, continuent à s'alimenter et à se développer, à se co-développer, même si le Maroc, vous allez le voir, en tout cas, ce qui était anciennement l'espace du Maroc d'aujourd'hui, a porté beaucoup de coups à ces empires-là par la suite. Vous allez le voir, notamment avec l'empire du Sonrhaï, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand l'empire du Sonrhaï est arrivé, donc vous pouvez voir l'empire du Sonrhaï à partir de 1464, l'empire du Sonrhaï démarre avec Ali Sonibert. Et ce qui va se passer de particulier à partir de ce moment-là, c'est le basculement petit à petit vers la Libye. C'est-à-dire que les échanges vont s'orienter petit à petit plus vers la zone de la Libye, donc la Tripolitaine. On verra par la suite le découpage de la Libye et qu'est-ce que c'est que la Tripolitaine, qu'est-ce que c'est que la Cyrénaïque, etc. On fera un focus là-dessus. Mais le changement qui va s'opérer, c'est que l'empire du Sonrhaï étant beaucoup plus centré entre le Niger actuel et le Mali, on va avoir petit à petit des changements effectivement d'échanges commerciaux, et donc le Maroc finalement va être un peu laissé comme un partenaire commercial moins comment dire, moins bénéfique pour ce nouvel empire, et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de conflits déjà avec le Maroc, donc ça posait déjà des problèmes, et donc des tensions vont émettre, et c'est là où les vraies confrontations vont avoir lieu à partir de ce moment-là, à partir du moment où les échanges vont s'orienter de plus en plus vers la Tripolitaine, donc vers la Libye actuelle, et de moins en moins vers le Maroc. Il va y avoir un peu comme les guerres commerciales que vous connaissez aujourd'hui entre la Chine, par exemple, et les États-Unis. Il y avait également, à cette époque-là déjà, des tensions commerciales, des guerres commerciales, etc. Et donc, il va y avoir ce revirement-là de l'Empire Sonrhaï vers la Libye. Cet empire Sonrhaï va évidemment continuer et va très vite, au bout de à peu près de 1400 en réalité jusqu'à vers 1600, ça va commencer à s'émietter. Donc, quand je mets les dates jusqu'en 1900, c'est pour dire que quand cet empire de Sonrhaï va s'émietter, il va se reformer en fait tout un ensemble de différents États sur toute la bande sahélienne. Et c'est ce que j'ai résumé dans la dernière carte que vous voyez. Donc, vous voyez que la zone vraiment du Sahel est parcourue comme ça, d'ouest en est, par des États. Et donc ça, ce sont les résidus de ces grands empires que j'ai cités ici, sur la partie ouest en tout cas. La partie centrale, à partir du Tchad, à partir du lac Tchad jusqu'à la mer Rouge, ça c'est une autre partie qu'il faut traiter différemment. Mais toute la partie ouest, donc les empires, par exemple, qui vont naître par la suite, c'est le grand ensemble Peul dont je vous parlais, Peul tout couleur avec le Tekrour, le Jolof avec le Sénégal, Cayor, tout ça, le monde Mossi avec Ouagadougou, le royaume de Ouagadougou qui va donner par la suite ce qui va être le Burkina Faso un peu aujourd'hui, tout ça, le Massina qui va se développer autour du boucle de Niger, tout ça, c'est avec l'empire d'El Hadj Omar, le Sokoto avec Ousmane Danfodio, avec les différents États Hausa autour. Tout ça, vous voyez, ce sont les résidus, ce sont les émiettements de ces grands blocs qui se sont dessinés, à savoir le Ghana, le Mali et puis le Sonrhaï. Quand on arrive au niveau du lac Tchad, on va aborder un autre monde qui est le monde du royaume Kanem, et on va appeler Kanem Bornou. Globalement, c'est l'empire qui s'est constitué autour du lac Tchad et qui va avoir souvent... alors d'abord, c'était unifié autour du lac Tchad et ça remonte un peu vers le sud de la Libye.
Et c'est un monde, c'est essentiellement dans le monde qu'au Tchad, on appelle le monde Kanembu, hein, le pays Kanembu. Mais le pays Kanembu, en réalité, remonte jusqu'en pays Toubou, parce que ça remonte jusqu'au Tibesti. Et pourquoi je dis ce nom Toubou? Vous allez voir, c'est un peuple qui est central au niveau du nord du Tchad, et on va revenir dessus quand on va parler de la Libye, parce qu'ils sont également de l'autre côté de la frontière, en Libye. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas noyé sous beaucoup trop d'informations. Donc, je résume. Les grands royaumes du Ghana, du Mali, du Songhai vont par la suite, par émiettement, vont donner plusieurs empires par la suite, dont j'ai cité les empires Peul, les empires Haussa, les empires Bambara, les empires Mossi, les empires Wolof, tout couleur, etc., etc. Bon, tout ça, c'est la partie ouest. La partie centrale, au Tchad, on va avoir essentiellement l'empire du Kanem Bornou, d'abord du Kanem, et puis ça va se transformer en Kanem Bornou par la suite. Donc, c'est exactement là où il y a aujourd'hui, par exemple, les problèmes avec Boko Haram autour du lac Tchad. On a l'empire du Sokoto qui est au nord du Nigeria. Et si on continue, après l'empire du Kanem, au centre du Tchad, entre le Soudan, la frontière avec le Soudan, jusqu'à l'empire du Kanem-Bornou, on va avoir un autre royaume qui est le royaume en bande comme ça, qui va être le royaume du Wadaï. Et le royaume du Wadaï a été constitué par d'abord les Wadaïens, qui sont des gens qui sont à l'est du Tchad, et par la suite, ça va être chapeauté par Rabat Zoubeir, qui est un égypto-soudanais, en réalité, un arabe égypto-soudanais, qui va descendre dans une conquête de cette zone de l'Est du Tchad, va descendre jusqu'à la partie centrale et va constituer ce royaume qui va être le royaume du Wadaï, donc qui est aussi important. Essentiellement un royaume esclavagiste parce que ça faisait de la prédation, de beaucoup de razzias sur les populations de cette zone-là. On reviendra dessus par la suite pour expliquer beaucoup d'autres phénomènes. Et puis après, on a le petit royaume Darfouri, hein, donc le Darfour, qui est un royaume aussi à part. Et puis même à côté du royaume Darfour, il y a un autre royaume qui est le royaume du Kordofan, mais bon, je ne le note pas ici. C'est pas important pour notre sujet de ce soir. Voilà donc en résumé les différents royaumes qui se sont succédés, comment ils se sont formés globalement, en très rapide, en très condensé effectivement. Et les enjeux principaux, comme je vous le disais, c'était toujours soit pour contrôler le commerce du sel, de l'or. Alors l'or, c'est beaucoup en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, dans la zone du Tchad et de l'Est, c'est essentiellement plutôt des flux d'esclaves. Un peu de sel aussi, beaucoup de sel, parce qu'il y a aussi dans tout le Bahr el Ghazal, dans les zones du Tchad, il y a aussi des zones où on pouvait faire du sel, etc., jusqu'à la mer Rouge en réalité, jusqu'en pays Afar, en Éthiopie, tout ça, toute cette zone, on pouvait aussi recueillir beaucoup de sel. Et juste comme ça, de manière anecdotique, le sel a eu une importance très importante, et enfin, la palissade a été très important pendant longtemps, parce que même depuis les Romains, c'était courant d'utiliser le sel même comme salaire, et c'est ce qui explique aussi que ça va donner cette étymologie de sel et salaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà rapidement ce qui était en jeu, les esclaves, le commerce de l'or, le commerce du sel, etc. Tout ça va faire que ces royaumes vont se développer dans toute cette bande du Sahel. On peut passer à la slide d'après, la régie. Donc ça, c'est pour donner un résumé de ce qu'était le Sahel de cette zone-là. Alors maintenant, on va aborder la Libye à proprement parler, et on va balayer depuis l'époque pré-Kadhafi à l'époque post-Kadhafi. Et donc, en très rapide, qu'est-ce que c'est que la Libye? La Libye, comme je vous l'ai dit, c'est une terre de colonisation, comme toute l'Afrique du Nord finalement. L'Afrique du Nord a toujours eu
tous les empires de l'autre côté de la Méditerranée, dès qu'ils veulent déborder, ils débordent sur l'Afrique du Nord. Et donc, dès les années 700, on va avoir les premiers, moins 700, pardon, on va avoir les premiers Phéniciens qui vont être des peuplades situées à peu près autour de la Palestine actuelle ou un peu de la Syrie, etc., qui étaient dans ce pourtour méditerranéen, qui vont accoster la partie plutôt ouest de la Libye, donc la Tripolitaine, parce que à cette époque-là, moins 700, l'Égypte, l'Empire égyptien, l'Égypte, la continuité entre guillemets de l'Égypte antique était encore là, hein, avec les Grecs et bien d'autres, donc qui contrôlaient déjà la zone. Et donc ces Phéniciens vont d'abord aborder la Libye par la partie ouest qui est la Tripolitaine, là où il y a la capitale Tripoli aujourd'hui, et puis par la suite Carthage, qui était centré en Tunisie à cette époque-là, va aussi devenir puissant et donc va déborder sur la Tripolitaine vers 600 et ils vont contrôler la zone jusqu'à ce que, entre guillemets, les Grecs les repoussent un petit peu, donc ils vont continuer à pousser vers l'Égypte jusqu'à ce que les Grecs vont les repousser à partir de l'Égypte, vont les repousser jusqu'à la zone à peu près de Sirte, qui est vraiment au milieu de la Libye actuelle. Et vous allez comprendre pourquoi cette zone de Sirte, qui est vraiment au milieu de la Libye tripolitaine et de la Libye cyrénaïque, est très stratégique, très importante. On va revenir dessus. Et donc, après les Grecs, il y a eu les Romains, hein, pour vous dire à quel point la Libye, c'est une terre de colonisation, tout comme l'Algérie, tout comme toute cette côte-là, ça a toujours été des zones de colonisation de plusieurs empires autour de la Méditerranée. Après, donc, on passe à la poussée arabe après la mort du prophète Mohammed. Vous savez qu'il y a eu donc les différents les califes qui vont venir par la suite. C'est eux qui vont étendre le domaine de l'islam en dehors de l'Arabie en réalité, avec les Abu Bakr, avec les Omar, Othman, etc. Vous connaissez l'histoire. Et donc, ils vont se déployer comme ça sur cette zone. Et c'est à ce moment-là qu'il va arriver vers 643, 650, les premiers Arabes qui vont s'installer en Libye avec la conquête de Ibn al-As qui va arriver jusqu'à cette zone et qui va pour une fois prendre le contrôle de toute la bande de la Libye. Mais ça va pas durer longtemps, enfin ça dure quand même pas mal de temps, mais dès que les Ottomans vers 1200 vont commencer à se déployer, les Ottomans, donc les Turcs entre guillemets, vont prendre également le contrôle et donc c'est eux qui vont par la suite à 1500 à peu près, ils ont totalement pris le contrôle de toute la bande qui touche la côte méditerranéenne et vont s'installer là-dessus. Alors, ce qui va se passer au niveau des Ottomans, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus, c'est intéressant parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à partir de là, il va se former surtout dans la partie tripolitaine, parce que la partie cyrénaïque qui est à l'est, donc vous avez certainement entendu parler de Benghazi, de tout ça, a toujours été sous influence égyptienne, toujours, beaucoup plus. Mais la partie tripolitaine, à partir de l'occupation ottomane, va vraiment se tourner vers l'Égypte, vers la Turquie, parce qu'il suffit de traverser la mer Méditerranée pour aborder la Turquie. Et donc, il va se constituer vraiment au niveau de la tripolitaine une vraie diaspora turque qui va s'installer en Tripolitaine et qui va, par la force des choses, par le fait d'y vivre, etc., créer toute une classe de métis qui va être les métis Khouloukli. Les métis Khouloukli, ils vont être vraiment aux abords de Tripoli et ils ont même, c'est très connu, hein, il suffit de faire la Libye pour comprendre ça. Donc, globalement, ils vont s'installer sur cette zone-là et on reviendra dessus parce qu'ils jouent un petit rôle en ce moment sur la politique de la Turquie dans la zone, etc. Donc, on reviendra dessus, on va voir. Et donc,
l'occupation ottomane, et puis après les débuts, entre guillemets, 1900, 1910 par là, déjà, l'Italie, dans sa politique d'expansion et de colonisation, va chasser les Ottomans, donc va prendre le contrôle de la Libye. L'Italie va prendre le contrôle de la Libye et pendant tout ce temps, ce que l'Italie va faire, c'est de réunifier les, les, les différentes zones. Hein. Donc il y a la Tripolitaine à l'ouest, il y a la Cyrénaïque et puis il y a le Fezzan qui est le grand ensemble du sud de la Libye. Donc ça va être réunifié sous l'Italie et puis on va toujours maintenir comme capitale Tripoli. Et il va se passer de 1910 quasiment jusqu'en 1940-42. À partir du moment où la France sera occupée, donc là on aborde la Deuxième Guerre mondiale, la France occupée, De Gaulle va faire son appel de Brazzaville, etc., pour les forces libres françaises, etc., tout ça. Et puis il va se passer que vers 1940, le commandant Leclerc, qui va devenir par la suite le général Leclerc, a été envoyé donc au Tchad à l'époque pour rejoindre donc la France libre. Et il va, c'est Leclerc avec quelques tirailleurs qu'on appelle génériquement sénégalais, mais pour la colonne de Leclerc, en réalité, ce sont essentiellement des gens qui sont venus, on va dire, plus du Cameroun, plus du Tchad, beaucoup du Tchad, beaucoup un peu de Congo aussi, de Centrafrique, etc. Enfin, c'est tous ces gens qui vont partir de l'Afrique équatoriale française de l'époque, qui vont petit à petit donc rejoindre Leclerc au Tchad, et donc ils vont repartir à partir du Tchad justement, et ils vont remonter au Fezzan, qui est le sud de la Libye, pour attaquer les Italiens, donc avec l'aide des Britanniques qui étaient à l'époque installés déjà en Égypte, et donc ils vont attaquer les Italiens à Koufra, qui va être la première confrontation interlibyenne par le général Leclerc et les forces italiennes, les Saharianas, comme il les appelle. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une première victoire décisive dans la remontée du général Leclerc jusqu'à la libération de la France, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, hein, il y a un camp de gendarmerie à N'Djamena, en plein cœur de N'Djamena, qui s'appelle le camp Koufra, qui a été rebaptisé par la suite le camp du 13 avril 1975, mais c'est parce que c'est pour fixer la date d'un coup d'État qui s'est passé par la suite. Mais c'était à l'époque le camp Koufra. Et donc, cette marche du colonel Leclerc va gagner cette bataille décisive à Koufra, au sud de la Libye, au sud-est exactement, autour une petite ville, un fort qui est autour d'un oasis à Koufra. Et à partir de là, ils vont faire le serment de Koufra qui va dire en gros, hein, c'est-à-dire à partir de cette victoire, on ne laisse plus tomber les armes jusqu'à reconquérir, jusqu'à ce que le drapeau français flotte sur Strasbourg. Donc c'est ça le serment de Koufra, fait par le général Leclerc et ses soldats tchadiens, ses soldats français et d'autres tirailleurs sénégalais qui vont voir. Donc si vous êtes à Paris, vous allez à Port d'Orléans par exemple, il y a un monument qui rappelle un peu la colonne de Leclerc. Passons, qu'est-ce qui va se passer? Donc la France va, après la Deuxième Guerre mondiale, donc va récupérer sous son administration le sud de la Libye, qui est le Fezzan. Les Britanniques vont garder la partie qui touche la côte méditerranéenne, avec la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Ensemble, ça va être sous contrôle britannique. Et à la libération, enfin à l'indépendance de la Libye, c'est le roi Idriss Ier al-Sanoussi, qui est d'une longue lignée de nobles qui ont d'ailleurs combattu déjà l'arrivée des Italiens, etc., qui va récupérer entre guillemets son royaume, et donc c'est une vieille noblesse qui est basée autour de Benghazi, donc dans la Cyrénaïque.
qui va reprendre donc la tête du royaume libyen. Et il va très vite être déposé par Kadhafi en 1969. Et là, on va entrer dans l'ère vraiment, à proprement parler, l'ère Kadhafi. Donc ça, c'est toute la partie après Kadhafi que j'ai essayé de ramasser. C'est dense, mais j'ai essayé de résumer. On aborde donc maintenant la partie Kadhafi. Kadhafi qui est, et là on va rentrer dans la composition en réel de la Libye, qui sont les gens qui vivent en Libye, c'est quoi les différents groupes, etc. On le verra sur une autre carte, peut-être qui va donner plus de détails, mais je vais aborder déjà un minimum ici pour que vous compreniez le personnage de Kadhafi, un peu sa psychologie, même si on ne peut pas totalement être dans la tête de quelqu'un. Mais Kadhafi, en réalité, et vous le voyez sur la photo, c'est quelqu'un qui a toute sa superbe. C'était un jeune qui était plein d'énergie, qui est arrivé et qui a fait son coup en 69. Ça a marché. Mais qui est Kadhafi? Kadhafi est un jeune. Alors, il porte en plus le nom de sa tribu, c'est les Gheddafa. Les Gheddafa en Libye vivent dans la zone du Fezzan, donc plutôt dans le sud de la Libye, et leur zone d'influence va déboucher sur Sirte. Je dis ces mots, retenez bien parce que tout ça a son importance. Ils sont donc basés au sud de la Libye, les Gheddafa, ou au centre de la Libye globalement, et ils vont avoir leur couloir qui les amène jusqu'à la Méditerranée, vers la ville de Sirte. Et dans le sud, ils sont en échange, en interaction permanente avec le monde Toubou. Je vous ai parlé des Toubous, qui sont des populations noires du nord du Tchad et également du sud de la Libye. Et donc Kadhafi est entre ces deux mondes, si vous voulez. Et étant de la tribu des Gheddafa, il est de la tribu des petits, des nomades qui traversent la Libye, voilà, de la Méditerranée au sud, etc. Et donc, il est de là. Et il a, entre guillemets, la particularité de ne pas être de ceux de la noblesse, par exemple, de Benghazi ou de la noblesse de Tripoli, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les métis turco-libyens, etc. Donc, il ne fait pas partie des gens de la ville, des gens aisés, etc. C'est pour ça que quand vous voyez le personnage de Kadhafi transporter sa tente de bédouine partout, c'est un peu ça. Pour lui, c'est une marque de dire, en gros, le petit bédouin, voilà, a accompli quelque chose, il est là et il ne transige pas avec qui il est, d'où il vient, etc. Vous commencez à comprendre rapidement la psychologie du mec. Et donc, c'était un jeune qui était vraiment tout frais, révolutionnaire, sérieusement, au début, très socialiste, évidemment. Après, c'est seulement par on va dire, comment dire, les complications, les plis, les contrariétés, les vicissitudes du pouvoir que ça va devenir l'ombrageux personnage qu'on connaît vers la fin, le Kadhafi que on connaît vers la fin. Alors, quelques éléments politiques sur Kadhafi. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend en 69, il prend donc la tête de la Libye, coup d'État, et qu'est-ce qu'il fait? Il instaure un référendum à peu près vers 71, où là, directement, il veut organiser une fédération, c'est-à-dire unir carrément l'Égypte, la Syrie et la Libye dans un ensemble de républiques arabes qu'il appelle une fédération de républiques arabes. Et donc Kadhafi voit tout de suite au-delà de la Libye. Et ça va être sa politique dès la prise du pouvoir. Il va vouloir voir grand tout de suite. Et après, deuxième fait, c'est que Kadhafi, au tournant des années 90, donc au début, c'était vraiment la politique panarabe, etc. Parce que lui aussi, il a baigné en Égypte à côté, il était influencé par Gamal Abdel Nasser, etc. Donc il était vraiment dans cette ambiance-là, et puis également le parti Baath syrien, etc. Donc il était dans cette ambiance des pays arabes qui, voilà, essayent de
se rendre, de se socialiser, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais qui rentre dans du socialisme, qui commence à voilà, développer. Donc il est dans cette vague-là, il est dans cette mouvance-là, et il va tout de suite pour faire un référendum national, et les Libyens vont l'accepter, vont voter pour vraiment construire une fédération avec l'Égypte, la Syrie. Et puis par la suite, bon, toujours dans cette politique de voir un peu au-delà, et là on va toucher un peu le cas du Tchad, Kadhafi va mener une campagne au Tchad pendant ce qu'on va appeler la guerre civile tchadienne dans les années 80. Au Tchad, il y a eu une guerre civile qui a démarré autour des années 1978 et qui a duré jusqu'aux années 80. Et donc, on va voir, parce que dans cette guerre civile tchadienne, une fois de plus, c'est deux figures toubou qui s'opposaient globalement, mais il y a d'autres implications plus compliquées. Mais je fais simple. Deux figures toubou, d'un côté, et tous les deux vont devenir d'ailleurs présidents du Tchad, un côté Hissène Habré et de l'autre côté Goukouni Ouédé. On va revenir sur ces personnages peut-être après, sinon ça va être trop compliqué, ça va pas être assez résumé, mais globalement, Kadhafi va intervenir, va prendre même une partie du Tchad qui va s'appeler la bande de Aouzou, qui est la partie tout au nord du Tchad. Dans les années 80, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de mobilisations. Il y a même à l'époque le Zaïre de Mobutu qui va même aider le Tchad. Enfin, il y a toute une géopolitique autour de tout ça, mais bon, bref, passons. Donc, autre fait de Kadhafi, c'est que Kadhafi, dès l'arrivée au pouvoir, va chasser les Britanniques qui avaient encore une base militaire en Cyrénaïque, et puis va rompre comme ça de plus en plus les liens de partenariat qui liaient la Libye à tout ça. Parce que le discours de Kadhafi, c'était de dire, moi je m'érige en socialiste contre l'ancien régime qui est le régime de la noblesse historique du roi Idriss, etc., et que ces gens finalement vendent le pétrole des Libyens, dilapident les richesses des Libyens, etc. Donc moi je vais instaurer une république socialiste qui va devenir par la suite la Jamaïria libyenne. Et donc voilà, c'est pour le peuple, etc. Et donc il fait ces trucs, il nationalise les champs de pétrole, les pipelines, etc. Il va, dès 1981, et c'est vrai, ça c'est les Américains par contre qui l'attaquent en premier, parce que Kadhafi se dit en gros, les eaux territoires du golfe de Sirte, qui est la zone vraiment où débouchent toutes les pipelines, Kadhafi dit c'est notre territoire, c'est les eaux de notre territoire, et donc c'est là où il va y avoir le premier choc en 1981 avec les Américains qui vont vraiment porter des coups à des avions attaquer des avions libyens qui circulaient sur la zone. Et donc là, ça ouvre vraiment une porte à toute la phase de guerre. Et là, on rentre en plus en plein dans les années 90 par la suite. Et donc toute cette phase de 81, quasiment jusqu'à très tard dans les années début des années 2000, ça va être une longue phase où Kadhafi, petit à petit justement, va devenir de plus en plus sombre dictateur, va devenir de plus en plus méfiant, et il va se passer beaucoup de choses parce que entre-temps, en réalité, beaucoup de ses rêves de jeunesse ont fini par petit à petit échouer. Il a fait beaucoup de choses, il y a énormément de choses pour son pays, attention, en termes de construction, il a fait beaucoup de choses. Mais en même temps, ses rêves de grandeur qui, dès le début, il voulait s'associer avec la Syrie, l'Égypte pour avoir une espèce de grande république, confédération de républiques arabes, tout ça, va petit à petit échouer. Par exemple, en 89, ils vont constituer il va lancer, promouvoir ce qu'il va appeler l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, avec la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie. Il y a que le Maroc qui n'a pas voulu de cette affaire, parce que le Maroc a toujours voulu jouer à part, entre guillemets, dans ce jeu du Maghreb, et donc ne veut surtout pas être sous la coupe d'un autre, non.
non. Et parce que bon, le Maroc se dit, moi je suis un vieux royaume, etc. Donc a aussi son ego entre guillemets et veut faire toujours ses affaires à part entre guillemets pour faire simple. Et donc, toutes les rêves de Kadhafi de ce panarabisme, finalement, ça va pas marcher. Il va voir que ça ne marche pas. Dans les années 90 et tout ça, il y a eu l'attentat de Lockerbie en Écosse où on a soupçonné les agents de Kadhafi d'avoir fait exploser comment dire, un avion en Écosse, etc. Donc, toute la période de 80 quasiment jusqu'aux années 2000, ça va être une période sombre pour Kadhafi sur beaucoup de choses. Et c'est là où, finalement, il va se retourner de plus en plus vers les pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali, etc. Il va essayer d'avoir une politique du Sahel de plus en plus, et c'est là où il va commencer maintenant à devenir de plus en plus flamboyant, à se balader avec une carte d'Afrique scotchée là, à se balader avec des habits, avec la tête de différents héros africains, des Lumumba, les Krumba, tout ça, etc. Et donc c'est là où on connaît le Kadhafi flamboyant, le Kadhafi qui va dépenser aussi beaucoup, le Kadhafi qui va soutenir Nelson Mandela financièrement, le Kadhafi qui va s'impliquer beaucoup dans une politique africaine, subsaharienne, etc., de plus en plus sahélienne beaucoup, et de manière générale subsaharienne, etc., parce que justement, ces rêves de panarabisme, ces rêves de tout ça, n'a pas finalement fonctionné comme il voulait. Donc c'était là le personnage Kadhafi ramassé très rapidement. On aura d'autres questions et vous allez revenir dessus. Et puis, au tournant des années 2000, Kadhafi va entamer en fait une deuxième opération séduction, réouverture au monde, etc. Alors, beaucoup de choses expliquent cela. Ça peut être aussi la lassitude, l'envie de s'ouvrir à nouveau, etc. Et donc ça va être au début un peu accompagné, et c'est là où on va voir les histoires avec Sarkozy, les problèmes qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des financements, enfin tous ces problèmes vont apparaître petit à petit à partir de ce moment-là. Mais sinon, Kadhafi a entamé au tournant des années 2000 en fait une espèce d'opération séduction pour redevenir à nouveau fréquentable. Avec ses exigences, avec sa folie bien sûr, avec tous ses aspects complexes, mais ça va être sa démarche au tournant des années 2000 par là. Et puis on arrive à 2010, 2011, et là on entame une deuxième phase qui va être la crise libyenne, les révoltes de Benghazi, et tout l'enchaînement qu'on connaît par la suite, qui sera expliqué dans une autre slide. Les deux personnages que vous voyez, qui sont donc Fayez al-Sarraj et le général Haftar, sont des personnages sur lesquels on va donner des détails dans la phase d'après, et on va parler plus en détail de l'après Kadhafi. Voilà, j'espère que jusque-là, vous me suivez. Je vais accélérer pour qu'on puisse entamer parce que le temps passe. Donc, la régie, est-ce qu'on peut passer à la phase d'après ? Voilà, donc un mot sur la situation actuelle de la Libye très rapidement, et je pense que ce sera mieux de le faire par la suite sous forme de questions-réponses. Donc préparez vos questions, likez, et on va aborder. Aujourd'hui, la Libye a deux têtes. La Libye a deux têtes, comme je vous l'ai dit, sur la carte, vous voyez bien Tripoli, et puis vous voyez Benghazi. En réalité, il faut découper donc la partie qui va de Benghazi et qui descend jusqu'au Tchad. C'est la partie qui s'appelle, et qui colle à l'Égypte, c'est la partie qui s'appelle la Cyrénaïque. Donc, toute cette zone de la Cyrénaïque est une zone qui depuis toujours a été soit influencée par l'Égypte, soit sous globalement influence égyptienne. La partie tripolitaine est donc la partie qui touche la Tunisie, qui est tout à l'ouest. Et cette partie tripolitaine, elle ne descend pas jusqu'au sud, en tout cas, elle ne va pas jusqu'au Tchad ni au nord du Niger. Elle va s'arrêter un peu au milieu. Et toute la partie sud, donc du centre, qui remonte jusqu'à la débouchée sur Sirte, qui est vraiment au milieu entre Tripoli et Benghazi, donc qui débouche sur la Méditerranée.
Ce couloir, cette zone est la zone de la tribu de Gaddafi, les Gheddafa. Et donc, Gaddafi a tout un jeu d'alliance, entre guillemets, entre les différentes tribus qui sont disséminées sur tout ce couloir, etc. Et Kadhafi, quand il est au pouvoir, en fait, il a simplement essayé de jouer des alliances. Hein. Donc, lui, il a sa tribu qui est plutôt du centre, etc. Mais il va prendre plusieurs femmes, dont une femme du côté de Benghazi, dans la famille qui est assez noble pour nouer également des liens avec ces clans de Cyrénaïque. Et donc, c'est comme ça qu'il va jouer les équilibres. Et puis, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent du pétrole libyen, Kadhafi va essayer donc d'acheter la paix, d'offrir le maximum qu'il pouvait aux Libyens. Des appartements, des financements de tout, etc., la santé, etc. Donc, en réalité, les gens étaient très bien entretenus, entre guillemets. Hein. Mais c'est aussi ça, les limites de la politique de Kadhafi, c'est que les gens, au bout de 40 années, n'étaient que entretenus. C'est-à-dire qu'après, il y a les gens... Moi, en 2010, j'ai fait... À l'époque, il y avait encore Africa, Air Africa, là, qui était la compagnie libyenne. Et j'ai fait, pour aller au Tchad, j'ai fait un passage par Tripoli. Et là, on voyait bien que dès 2010, ça se voyait, parce que ceux qui connaissent ou ceux qui ont fait la Libye, c'est qu'à l'époque de Kadhafi, il y avait des affiches de Kadhafi partout, même à l'aéroport, même, j'allais dire, même quasiment aux toilettes de l'aéroport. Donc, il y avait des effigies de Kadhafi partout. Et les premiers signes qui commençaient à montrer qu'il y avait des soucis, c'est qu'il y avait quelques tags. On pouvait voir ici et là quelques gens qui taguaient. Alors, bien sûr, tout ça se faisait sans se faire prendre, bien sûr, hein, mais qui taguaient les images de Kadhafi, etc. Donc, on sentait les signes d'une certaine lassitude de ce pouvoir qui, depuis 40 ans, était sur la Libye, etc. Donc, bon, il y avait ces bruits. Bon, et donc, la Libye tombe en 2011, et qu'est-ce qui se passe? C'est parti de la Cyrénaïque, de Benghazi, de Tobrouk exactement, de la zone de Benghazi, de Tobrouk, etc., donc de la partie cyrénaïque. Et puis après, vous connaissez la guerre avec l'ONU qui a déclaré, et la France, Sarkozy, etc. Vous connaissez l'histoire. On déclenche la guerre. Kadhafi, qu'est-ce qu'il a fait? Kadhafi s'est retranché d'abord à Sirte, parce que c'est ça son fief depuis toujours. C'est-à-dire que c'est ce milieu de la Libye. Et vous allez voir aussi que c'est une zone qui a toujours été stratégique, parce qu'en fait, tous les puits de pétrole en Libye qui partent un peu partout du centre ont des couloirs et débouchent sur la Méditerranée par le golfe de Sirte. Et donc, la zone qui a été toujours stratégique en Libye, c'est toujours Sirte. Et c'est pour ça que Kadhafi, par exemple, les casernes qui étaient bourrées d'armes étaient stockées à Sirte. Tous les coins, et même lui-même, son QG en réalité militaire, était plutôt autour de Sirte. Tripoli, certes, il y a ses bunkers, il y a tout, mais il y a une vraie zone de caserne à Sirte, et c'est pour ça qu'à la chute de Kadhafi, à partir du moment où les gens venus un peu de Benghazi, venus un peu de Misrata autour de la Tripolitaine, etc., vont se ruer vers c'est pour ça qu'il y a eu des combats violents, parce que chacun voulait deux objectifs: aller au plus rapidement vers les zones de stockage des munitions pour prendre le dessus sur les uns sur les autres, aller rapidement contrôler les débouchés de puits de pétrole pour prendre le contrôle de la manne commerciale qui va alimenter par la suite ma résistance et les moyens de ma politique, etc. Donc, depuis toujours, il y a eu cette lutte bicéphale entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, mais autour de Sirte. Donc, zone stratégique. À partir de là, vous allez voir que les guerres continuent, hein, des guérillas, des machins et tout. Et aujourd'hui, les deux hommes forts, c'est essentiellement ces deux que vous voyez, avec les soutiens, qui sont des soutiens parfois officiels, parfois officieux, mais ce sont les deux soutiens qu'on voit. Du côté de Fayez al-Sarraj, qui est de la Tripolitaine, et
Tout à l'heure, je vous parlais des métis métis turco-libyens de la zone de Tripoli. Ils vont jouer comment dire, un rôle très important dans la zone tripolitaine parce qu'en toute la banlieue et les ports de Tripoli, en réalité, ce sont cette aristocratie turco-libyenne, cette élite turco-libyenne qui contrôle beaucoup de choses là-bas, beaucoup de commerce avec la Turquie, beaucoup d'industries, beaucoup de choses, etc. Et ils vont développer, dès la chute de Kadhafi, une milice qui va être une milice assez redoutable et qui va contrôler très tôt la Libye dans la zone tripolitaine. Et puis, du côté de Benghazi, bah, vous connaissez, d'abord, il y a les gens de Benghazi, et puis par la suite, il y a petit à petit les Arabes du Golfe qui vont s'y mêler, et là, ils vont commencer à soutenir petit à petit la révolte de Benghazi. Donc, quand vous prenez en résumé la carte pour faire simple, vous allez voir du côté d'El Faraj, en fait, qui est le gouvernement officiel soutenu par l'ONU. Il est aidé par la Turquie, aidé par le Qatar, aidé par quelques mercenaires tchadiens, aidé par quelques mercenaires soudanais, soutenu un peu en façade par la France et aussi les États-Unis, parce que forcément, bon, il y a l'ONU, etc., c'est officiel. Mais d'un autre côté, on n'a pas trop confiance parce qu'il y a quelques milices qui sont apparentées à différents courants et on ne sait pas trop les contrôler, donc c'est assez difficile. Et de l'autre côté, on a le général Haftar. Et le général Haftar, ce personnage, il est très bien connu des Tchadiens, puisque quand je vous parlais de l'occupation du nord du Tchad par la Libye, et la Libye qui a soutenu à l'époque donc l'un des des personnages qui va devenir un président tchadien qui s'appelle Goukouni Ouédé, en fait, à cette époque-là, la Libye va soutenir avec ses troupes jusqu'à N'Djamena, la capitale du Tchad, le président, l'ex-président Goukouni, et va apporter son soutien et par la suite, dans son retrait, va occuper la bande d'Aouzou qui est le nord du Tchad. Et ce général Haftar était de ceux qui dirigeaient cette armée libyenne et il a même été fait prisonnier à N'Djamena. Donc, nous, très jeunes, on connaît ce personnage et par la suite, il va tomber en disgrâce auprès de Kadhafi et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'envoler vers les États-Unis où il va séjourner pendant de longues années et il va revenir en réalité que à partir des soulèvements de Benghazi, etc. Et lui, aujourd'hui, c'est lui qui a en réalité la plus grande armée et c'est lui qui contrôle toute la zone que vous voyez en bleu. La zone qui est en jaune, en réalité, c'est une zone qui est contrôlée, mais comme c'est très peu peuplé, c'est pas grand-chose, mais qui est quand même contrôlée par différents groupes, un peu de groupes Toubou, qui sont les Noirs donc du Tchad, qui sont du nord du Tchad, etc. Il y a tout à l'ouest de la carte, en zone un peu marron, vous allez voir un peu des zones contrôlées par quelques Touaregs, etc. Donc, petite parenthèse, ce qui explique aussi que à la chute de Kadhafi, on a essayé de lyncher, on a lynché des Noirs, etc. C'est parce qu'on a toujours confondu tous les Noirs avec quelques mercenaires tchadiens, Toubou, etc., qui étaient dans cette zone-là et qui, c'était leur zone d'habitation. C'était vraiment des gens de là-bas, des locaux, et qui parfois participent au gouvernement de Kadhafi, parfois en opposition. C'est un jeu qui change tout le temps et peut-être que pendant le jeu des questions-réponses, vous allez voir. Mais donc, globalement, c'est ça. Et ce général Haftar, en réalité, il est soutenu par beaucoup plus de monde. Si vous voyez les drapeaux, on a en premier les Émirats arabes unis, on a l'Égypte, on a l'Arabie saoudite, on va avoir la Jordanie aussi, et puis vous allez voir, vous voyez le bleu, blanc, rouge du Tchad, c'est quelques mercenaires, on ne parle pas d'État là. Hein. On va avoir le Soudan, là c'est pareil, c'est quelques mercenaires, on ne parle pas d'État. La Russie, qui serait sur place également, d'après les experts de l'ONU et autres. La France, qui aurait un soutien, mais pas officiel, et puis les États-Unis, qui auraient également. Donc vous voyez que c'est un jeu complexe où les acteurs peuvent être des deux côtés, peuvent voir qui est finalement le gagnant dans cette histoire, etc., et tirer les marrons du feu. Donc situation complexe. On va peut-être détailler un peu plus dans le jeu des questions-réponses, mais je ne peux pas faire plus, sinon après ça va être trop
chargé d'informations. Voilà. On va passer donc dans le Sahel actuel, que je vais essayer de faire très rapide parce que ce sera plus intéressant de le faire en questions-réponses. Donc, la Libye explose. Qu'est-ce qui se passe? Globalement, donc, les gens qui participaient sous forme de militaires, de quelques bataillons ici et là pour Kadhafi, vont revenir en fait dans leur fief de base. Et donc on va avoir une bonne partie des Touaregs, c'est la flèche rouge qui part et qui va jusqu'au Mali, une bonne partie des Touaregs qui vont venir. Et puis, de l'autre côté, une autre partie des Touaregs qui étaient depuis très longtemps réfugiés dans le sud de l'Algérie, qui vont eux aussi descendre parce que d'un autre côté, les autres qui sont, entre guillemets, en Libye, vu que Kadhafi tombe, ils n'ont, eux, aucune alliance, aucune influence, puisque le pays est en train d'être repris en main par les gens de la Tripolitaine et par les gens de Benghazi, et que finalement, eux, le rôle qu'ils avaient, parce que Kadhafi, étant du sud, du centre, les connaissait bien, les côtoyait, eux, ils n'avaient plus vraiment de rôle en Libye, et donc ils retournent dans leur zone d'influence, qui est le nord du Niger et le nord du Mali. Et c'est là maintenant qu'avec toutes les armes des casernes de Sirte, etc., ils vont descendre sur Mali et ça va lancer ce qu'on va appeler les mouvements du Nord Mali, la guerre du Nord Mali, et on pourra revenir dessus avec des questions. Mais pour faire simple, au Nord Mali, il y a globalement deux tendances. Donc il y a la tendance du mouvement de la libération, mouvement national de la libération de l'Azawad, qui va être composé essentiellement des Touaregs, une partie des Touaregs qui viennent de Libye et une autre partie qui vient du sud de l'Algérie, qui vont descendre dans le nord Mali pour occuper leur espace qu'ils ont toujours occupé, ils naviguent depuis toujours. Et puis là, des Touaregs qui sont, eux, sur place, installés au Mali, vont créer la branche qu'on appelle Ansardine, et eux vont se revendiquer un peu de l'islam et de l'État islamique, etc. Donc, c'est les deux courants qui vont se retrouver au niveau du nord Mali, autour de la ville de Gao, de Kidal, etc., jusqu'à la boucle du Niger, vraiment au niveau vraiment de ce bras du fleuve Niger. En dessous, vous voyez que j'ai mis Peul et Dogon. Peul et Dogon, pourquoi? Parce qu'en réalité, Peul et Dogon, pendant longtemps, autour de la zone du boucle de Niger, il y a des conflits déjà qui les opposaient pour des questions de terre, etc. En réalité, je pourrais même rajouter Peul, Dogon, Bambara, etc., parce que c'est assez composite cette zone-là. Et donc, tous ces peuples se regroupent et il y a toujours eu des conflits d'ordre agriculteur, pasteur, etc., entre les deux groupes. Et donc, à un moment donné, il va y avoir quelques bavures parce que finalement, il y a eu plusieurs conflits déjà entre Peul, Dogon, entre agriculteurs, etc. Et quand quelques éléments de Peul, pas tous, hein, c'est pas la majorité, mais quelques éléments de Peul vont rejoindre les rangs en Sardine, etc. Et il va y avoir confusion sur l'ensemble des Peuls, et donc on va commencer aussi à attaquer les Peuls, et donc du coup ça crée des conflits, les uns attaquent les autres, etc. Ça, c'est la deuxième, c'est la deuxième zone entre guillemets de conflit au nord Mali en réalité, mais qui va déborder autour de la deuxième flèche rouge au nord du Burkina Faso, la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ça va créer une deuxième zone à ce niveau-là de conflits aussi liés autour de ces différents conflits entre les Peuls, entre les autres populations, etc. Ça va créer cette deuxième zone de conflit. Maintenant, si on bouge un peu, on arrive entre le Niger, le Tchad et le nord du Nigeria. Donc, on a une zone également de trois frontières autour du lac Tchad. C'est la zone vraiment qui va voir Boko Haram naître, mais ça, c'est beaucoup plus tôt que la Libye, en réalité, la chute de la Libye. Mais ça, son explication à part. La chute de la Libye a simplement permis d'alimenter un peu plus en armes et d'étendre un peu plus la zone d'influence de Boko Haram, etc. Mais c'est
c'est quelque chose qui vient aggraver la situation. Au départ, c'était un problème plutôt de canaurie, qui s'explique aussi par des dynamiques propres au Nigeria, mais ça, on reviendra dessus sur un sujet à part. Très récemment, donc vous avez suivi les actualités au Tchad, il y a également une descente des peuples Toubou dont je parlais, qui va descendre de la Libye dans cette zone-là et qui va mener des attaques aussi parce qu'ils ont constitué un front. Alors en réalité, je dis Toubou pour simplifier, mais en réalité c'est vraiment une rébellion qui essaie de rassembler les gens, mais c'est autour de ces groupes en tout cas. Donc j'ai mis sur la photo, je ne sais pas si vous voyez bien, dans Toubou, le groupe Toubou, j'ai mis deux personnages qui sont Hissène Habré et Goukouni Wadai, qui ont été tous les deux présidents du Tchad. Et donc Goukouni Wadai d'abord, c'est lui qui était soutenu par la Libye à l'époque de la guerre tchado-libyenne. Et Hissène Habré va s'opposer à cette alliance et donc va combattre les Libyens avec l'aide effectivement des alliés pour repousser les Libyens. Et c'est à ces moments-là que le général Haftar serait fait prisonnier, etc. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est le cas du Tchad. Si on se déplace encore un petit peu, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une autre zone entre le Tchad et le Soudan, c'est le fameux conflit du Darfour que vous connaissez. Alors, il se trouve qu'à l'est du Tchad, donc un troisième personnage que vous connaissez bien, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a été tué il n'y a pas longtemps, c'est le président Idriss Déby, qui lui est de l'est du Tchad et qui est d'une tribu, alors pour faire simple, c'est une tribu qui est pas loin qui est différente, mais qui est pas très loin des tribus Toubou, qui est une tribu qui est vraiment le long de la frontière entre le Soudan et le Tchad dans cette bande du Sahel, et c'est la tribu Zakawa. Et donc, dans le conflit du Darfour, en fait, même si ça touche les Fours, qui sont en réalité un peuple très proche des Sahraouis du Tchad, parce qu'ils sont pourchassés ou en tout cas persécutés par les Arabos, les Soudanais du Nord, ça crée quelques tensions parce que ça fait beaucoup de réfugiés au Tchad, ça a créé quelques difficultés, etc. Et donc, le président Idriss Déby, à l'époque, était très sensible à cette question parce que ça touchait aussi de très près sa zone, entre guillemets, son fief, qui est le nord-est tchadien. Après, j'ai mis en rouge entre le nord et le sud du Soudan le vieux conflit que vous connaissez bien, mais qui se trouve autour de la zone du triangle d'Abbaye, qui est en réalité les zones où il y a les puits de pétrole du sud du Soudan, mais qui ont des pipelines qui sont obligés de passer par le Nord-Soudan pour aller jusqu'à la mer Rouge, et donc s'écouler par la suite dans les paquebots qui viennent chercher du pétrole, dans les pétroliers qui viennent acheter du pétrole, etc. Donc, il y a des tensions depuis toujours sur cette zone-là. En plus de ça, depuis l'indépendance du Sud-Soudan, il y a les Dinka et les Nuer avec Riek Machar et Salva Kiir qui s'opposent, donc ça crée des conflits violents également à Djouba et autour donc des villes du Sud-Soudan, etc. L'autre point, c'est la Centrafrique, la zone, une fois de plus, des trois frontières, là où il y a une flèche rouge, entre la Centrafrique qui est en gris, le sud du Tchad. En réalité, le couloir entre le Soudan, le Tchad et le nord de la Centrafrique, c'est une troisième zone qui est une zone depuis toujours d'où partent les conflits en Centrafrique. Donc c'est en pays Ronga. C'est une vieille zone qui est la petite zone entre guillemets musulmane de Centrafrique qui lance souvent des descentes vers Bangui. On va expliquer pourquoi. Il y a un vieux conflit qui se trouve sur cette zone et qui à chaque fois trouve des raisons pour revenir, etc. Donc, voilà en très rapide les différents points rouges, les zones sensibles de la zone du Sahel et ses conséquences un peu plus au sud, comme par exemple en Centrafrique. Voilà, j'espère avoir
rassembler le maximum de points voilà, au mieux que je peux. Ça a été très long. J'espère que c'est pas très indigeste pour vous, mais